Le dirigeant russe de la région annexée de Kherson a demandé l'aide de Moscou pour évacuer des civils alors que la contre-offensive ukrainienne s'accélère dans le sud. Le président turc Recep Tayyip Erdogan défend ses liens économiques avec la Russie de Vladimir Poutine. Au programme, ils ont évoqué le gaz, mais apparemment pas l'Ukraine. Le peuple ukrainien fait figure de favori parmi les 3 finalistes pour devenir le lauréat cette année du prix Sakharov pour la liberté de l'esprit remis par le Parlement européen. La contre-offensive ukrainienne s'accélère dans le sud du pays, notamment autour de Kherson, l'une des 4 régions récemment annexées illégalement par Moscou. Ce jeudi, le chef russe de l'administration régionale a demandé à la Russie d'organiser l'évacuation des civils alors que les combats pourraient s'intensifier dans les prochains jours. Galvanisée par ses récents succès, l'armée de Kiev espère reprendre la ville de Kherson avant Noël. Nous avons suggéré que tous les habitants de la région de Kherson qui souhaitent se protéger des frappes de missiles puissent se rendre dans d'autres régions. Quelques instants après ce message, Moscou a répondu favorablement à la requête du leader pro-russe. De son côté, la Russie a poursuivi jeudi ses frappes sur plusieurs villes et infrastructures ukrainiennes. La région de Kiev a notamment été touchée par un drone kamikaze de fabrication iranienne. Particulièrement ciblé par les missiles russes, le réseau électrique ukrainien a subi des coupures de courant. Mais les autorités de Kiev assurent que la situation est désormais stabilisée. Depuis le début de la semaine, l'armée russe multiplie les bombardements sur l'Ukraine en représailles à l'explosion qui a endommagé le pont de Crimée. Les zones civiles n'ont pas été épargnées, comme cet immeuble de 5 étages à Mykolaïv, où un enfant de 11 ans a pu être extrait vivant après être resté coincé durant plusieurs heures sous les décombres. Le président turc Recep Tayyip Erdogan reste proche de la Russie, en tout cas sur le plan économique, et il a défendu les liens bilatéraux lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine. Si l'Occident a tourné le dos au maître du Kremlin, c'est la 4e fois en 3 mois que les 2 hommes se rencontrent. Ils ont parlé énergie, mais n'ont apparemment pas évoqué la guerre en Ukraine. Si la Turquie et nos éventuels acheteurs dans d'autres pays sont intéressés, nous pourrions envisager la construction d'un autre système de gazoduc et la création d'un hub gazier en Turquie pour des ventes à des pays tiers en particulier. Et bien sûr pour les Européens, s'ils sont intéressés par cela. Selon Recep Tayyip Erdogan, la poursuite de ses relations commerciales avec la Russie a facilité l'accord négocié par Ankara en juillet qui avait permis à l'Ukraine d'exporter ses céréales. La Russie et la Turquie vont certainement en déranger certains, mais les pays en voie de développement en seront certainement plus heureux. Le président Erdogan a regretté que la majorité des céréales ukrainiennes ait été dirigée vers les pays développés. Lors de ce sommet des dirigeants régionaux au Kazakhstan, Vladimir Poutine s'est efforcé d'obtenir le soutien de ses alliés historiques après un isolement de plus en plus fort depuis l'annexion des territoires ukrainiens. Les 3 finalistes du prix Sakharov du Parlement européen sont connus. Le peuple ukrainien, représenté par ses dirigeants, fait figure de favori puisqu'il dispose du soutien de 4 groupes politiques. La liste restreinte pour le lauréat de la liberté de l'esprit a été approuvée jeudi par les eurodéputés, membres des commissions des affaires étrangères et du développement. Il y a en effet un fort consensus entre les principaux groupes politiques avec un grand nombre d'eurodéputés qui estiment que le peuple ukrainien doit être honoré pour sa lutte héroïque qu'il mène au nom des droits de l'homme, au nom du droit de vivre en liberté dans son propre pays, au nom du droit à l'autodétermination contre l'agression russe. Ce choix serait aussi un moyen symbolique pour le Parlement européen de montrer son soutien aux décisions prises par les États membres de l'Union dans leur effort diplomatique et militaire face à la guerre en Ukraine.
L'action de l'Union européenne à propos des sanctions, qui montre finalement une réelle unité et qui a pu surprendre le régime russe, a fait une différence sur le terrain. L'économie russe ralentit, le régime a de moins en moins de ressources pour poursuivre sa guerre. Dans ce sens, je crois que nous faisons une réelle différence. Le lanceur d'alerte australien et éditeur de Wikileaks, Julian Assange, fait aussi partie des finalistes. Il peut compter sur le soutien des conservateurs au Parlement. Le dernier nom retenu pour cette liste est la Commission de la vérité en Colombie. L'organisation défend la réconciliation dans le pays après la fin en 2016 d'un conflit vieux de 6 décennies. Ce choix est celui de la gauche radicale. Le prix sera formellement remis le 14 décembre dans l'hémicycle du Parlement à Strasbourg lors d'une cérémonie. Cette récompense est décernée chaque année pour rendre hommage à des personnes ou à des organisations qui défendent les libertés fondamentales. Au Portugal, le traditionnel pèlerinage de Fatima a attiré des dizaines de milliers de fidèles catholiques. Mais il intervient dans un contexte troublé par un nouveau scandale de pédocriminalité au sein de l'église portugaise. Une commission d'enquête indépendante a mis en lumière des cas d'abus mais aussi des manœuvres de dissimulation. Et parmi les responsables visés figure le chef des évêques portugais, José Ornelas. Pour autant, ce dernier dit avoir la conscience tranquille. En mon nom, je peux dire que je ne suis pas inquiet. Si c'était aujourd'hui, avec les informations dont je dispose aujourd'hui, peut-être que les choses seraient différentes. Mais avec les informations que j'avais à l'époque, les mesures étaient appropriées. Il n'y a pas eu de dissimulation, mais plutôt une application des mesures en fonction de ce qui était possible de faire. Le président de la conférence épiscopale portugaise est notamment soupçonné d'avoir couvert une affaire de sévices sexuels sur des enfants au Mozambique en 2011. Une enquête de la justice est en cours sur ce dossier. Ces derniers mois, plusieurs autres affaires font aussi l'objet d'enquêtes judiciaires à la suite des témoignages de victimes présumées recueillis par la commission indépendante. Jusqu'à présent, 424 témoignages ont été recensés. C'est le prix à payer pour avoir nié la réalité des faits. La justice américaine vient de condamner Alex Jones à verser près d'$1 milliard à des familles de victimes de la tuerie de l'école de Sandy Hook. En 2012, il avait qualifié le massacre de canular et accusé les proches en deuil d'être des acteurs. Conséquence, pendant des années, plusieurs familles ont été victimes de harcèlement et de menaces de la part de sympathisants complotistes. Dans le nord de l'Inde, les autorités du pays ont mis à l'arrêt une usine productrice de médicaments. L'OMS avait émis la semaine dernière une alerte concernant 4 sirops contre la toux produits par ce laboratoire et qui pourraient avoir un lien avec les 69 enfants morts d'une insuffisance rénale en Gambie. Une enquête a été ouverte. Une première inspection de l'usine a déjà révélé 12 violations du protocole. À 82 ans, Denis Tito s'apprête à renfiler sa combinaison. Le 30 avril 2001, à bord de l'ISS, l'Américain devenait le premier touriste spatial de l'histoire. À une date encore inconnue, le milliardaire et son épouse participeront au 2e vol commercial de SpaceX vers la Lune. La mission à 200 km au-dessus de la surface lunaire durera une semaine. Le FIFA, qui est un festival qui se déroule aux confins de l'Europe à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane française, en Amérique du Sud. Au programme, plus de 40 documentaires de tout format, une compétition internationale et des rencontres professionnelles. La Guyane, une région frontalière du Brésil et du Suriname, entre Atlantique et Amazonie, riche de 1000 cultures. En Guyane, toutes les cultures du monde sont représentées, que ce soit la culture afro-caribéenne, africaine, asiatique. Nous avons avec des Chinois, des Hmongs, des Libanais, la culture créole bien évidemment, la culture bushinangé, et les Noirs marrons qui viennent du Suriname et qui viennent aussi d'Afrique. C'est un croisement des cultures, la Guyane, avant d'être le bout du monde. Au sein de la compétition, Edna, une femme vivant au bord de l'autoroute Trans-Brasiliana, témoin d'une terre en ruine et des massacres de la dictature militaire. Le portrait magnifique d'une survivante qui résiste contre cette guerre qui ne finit jamais. L'histoire de la Caraïbe est une histoire récente et qui est très douloureuse, puisque ça a commencé par l'esclavage, par le colonialisme, l'Amérique du Sud. On sait que c'est une histoire très violente. Et ça, on le retrouve tout le temps dans les documentaires. Le colonialisme, l'esclavage, les dictatures,
les luttes armées, les guérillas, notamment avec la Colombie. C'est quelque chose de récurrent et qui se traite chaque fois différemment. Toutes les projections en plein air se déroulent symboliquement dans l'ex-bagne de la transportation. Le Festival international du film documentaire Amazonie Caraïbes se tient à Saint-Laurent-du-Maroni jusqu'au 15 octobre.